10 all time. C'est lundi. Yes sir. This is Monday. Oui monsieur. Comment ça va Alex? Bah écoute, comme un lundi, c'est-à-dire bien. Hein, vous le savez, quand on s'est enfin débarrassé du week-end. Donc forcément ça c'est une petite victoire chaque semaine. Yes. Yes. We made it. Nous sommes lundi, le meilleur jour de la semaine. Installez-vous tranquillou. On vous fait la bise en espérant que vous allez bien. Cette saison 2021-22 en NBA continue. Chaque lundi, le rendez-vous c'est le même, Top 10 All Time, avec Trash Talk bien évidemment. On a fait plein de thèmes et ce grand marathon continue. Vous pouvez aller sur la chaîne préférée de votre youtubeur préféré pour voir tout ce qu'on a pu faire. Purée, depuis le début de saison quand même, on a fait des updates sur des top 10 qu'on avait déjà pu faire et on a fait des nouveaux thèmes aussi qui étaient fort sympathiques quand même. Ouais, il y a un peu de tout là, on fait un grand mix de tout ça. Aujourd'hui, nouveau thème. Hein, voilà. Pied de travail. Ouais, le pied de travail. Exactement. Ouais. Sortez vos pieds de bêche et tout ce que vous avez, vos meilleurs travail chaussures. de pied. Travail de pied, tout à fait. On va parler de footwork aujourd'hui, donc que vous soyez du monde du basket ou même d'autres sports, on va pouvoir mélanger tout ça parce qu'il y a plein de choses à devoir discuter. Mais comme d'hab, vous le savez, nous avons un fil conducteur à devoir respecter. On va parler évidemment en susurrant dans quelques secondes. On va aussi parler de notre bouffe favorite. Et après, le menu ne change pas. On va faire les mentions honorables. Et 10 à 1, vous expliquez le thème, tout ça. Voilà, c'est ça, exactement. Ça me paraît pas mal. Et bien justement, étape numéro 1, vous le savez sur cette saison NBA 2021-22, les top 10 all-time sur la chaîne YouTube de Trash Talk sont sponsors par Tarmac. La marque basket de Decathlon. Tout à fait. Voilà. Donc, pour celles et ceux qui ne sauraient pas, Decathlon, c'est une petite chaîne de magasins fort sympathique. Ah oui. Avec des produits de sport, sur plein de sports, dont le basket, sous l'égide de la marque Tarmac. Il y a du footwork chez Decathlon. Exactement. Et ils sont partenaires de notre cher NBA, ce qui leur permet de nous proposer des chaussures à l'effigie de bon nombre de franchises. On a vu là, il y a des petites chaussures, des petites collections spéciales qui sont sorties sur les Mavs, une nouvelle couleur pour les Lakers. C'est pour fêter, j'imagine, leur bonne réussite du moment. En playoff. Leur bonne réussite du moment, leur bon niveau, leur belle spirale. Il y a les Nets aussi, pareil, ça doit être pour fêter leur belle spirale du moment. Tout à fait, loyauté et lance et franc. Voilà, on attend la chaussure à barbe à l'effigie des Sixers. On attend. Vous savez quoi faire. On va voir si les designers de Tarmac vont se bouger ou pas. Sautez sur l'occasion, les frères. Qu'est-ce que vous branlez? Non, mais c'est vrai. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller checker dans la Descro. Il y a un lien dans lequel vous pouvez retrouver toute la collection de nos poteaux de Tarmac. Voilà, il n'y a pas que des chaussures d'ailleurs. Il y a plein d'autres trucs, vous irez voir. Tout à fait. Voilà, je crois qu'on a fait le boulot, quoi. Bien sûr. Ouais. Et il y a peut-être d'ailleurs de la franchise qui va être représentée dans ce top 10 all-time. Top 10 all-time justement sur le footwork. Présentons tout de suite le thème, Alex. On a fait plusieurs thèmes qui étaient parfois en dehors de la performance, avec de la trade deadline, avec des grands moments. Là, on rentre dans le technique, le footwork. Qu'est-ce que c'est? Je ne connais rien. Explique-moi tout. C'est-à-dire on est dans la performance, mais on va pas forcément être, même si la plupart des joueurs qui vont être cités quand même ici sont des bons joueurs, avec des belles lignes de stats, des lignes de stats sérieuses, mais on va s'intéresser au-delà des stats produites, on va s'intéresser à donc tout ce qui est je me moquais tout à l'heure, le travail de pied, le travail d'appui. Tout à fait. Vous savez qu'au basket, on a le droit qu'à 2 pas. On a le droit... Si. On a le droit d'avoir un pied de pivot qu'on garde au sol et de tourner autour de ce pied de pivot. Il y a des gens qui se sont mis à faire de ce qu'on appelle des Eurostep au fur et à mesure des années. Il y a tout donc le jeu de pied de pivot, tout le jeu de création, de séparation qui peut se faire grâce à du footwork. Quand je dis de la séparation, c'est pour se séparer de son défenseur pour pouvoir avoir la place de shooter, tirer, mettre ton lay-up et tout. On va parler de garçons qui avaient des bonnes techniques de hop, je te feinte et hop, je passe par en dessous. Et hop, mon pied d'appui, il a pas bougé, mais toi, t'es à l'ouest. Tout à fait. Et moi, je suis à l'est en train de marquer. C'est ça. Voilà. Non, bien sûr. C'est très important, en effet, de tout détailler sur le footwork parce que basket, sport de pied, de main, ballon, souvent on dit, mais le jeu de jambes c'est primordial. Hyper important. Alors, il y a évidemment ce à quoi on est habitué, c'est-à-dire, en effet, comme tu disais, là, au poste, feinte. Donc, une des premières bases qu'on apprend au basket, notamment le jab step, c'est-à-dire vraiment la feinte de départ, pour toutes celles et ceux qui ont fait du basket en club ou ceux qui ne savent pas. Tu prends la balle, hop, tu feintes, donc il faut que tu poses ton pied d'appui. Salut Mélo, salut d'autres garçons. Salut Mélo. Tout à fait. Jabstep, je sais pas, je pense à Mélo. Il n'y a pas que lui, mais je sais pas, je pense à lui. Et est-ce qu'on va en parler? On va peut-être en parler, tout à fait. Mais donc il y a des feintes quand on est au poste, il y a aussi des garçons
des créateurs dont on va pouvoir parler, parce qu'il y a aussi des joueurs là très très forts, tu le disais, à la fois statistiquement, les grands scoreurs ont quand même très souvent un footwork impeccable. Oui. Là, on va parler de gens, bon, il n'y a pas 2000 points en carrière. Non, ça score. Ça score, vu que tout l'intérêt d'avoir un bon footwork, c'est justement ce que je disais, de créer des espaces, de pouvoir se créer son tir et de se dégager de son défenseur sans forcément poser de dribble. Complètement. D'où l'utilisation au poste. Après, ça peut être en posant un dribble. Tout à fait. On va avoir des mecs qui nous ont posé des trucs de footwork. Par exemple, pour moi, un bon spin move bien effectué, Attention, spoiler. que ce soit en pleine course, ligne de fond ou depuis le poste bas, c'est du footwork. C'est du footwork, d'accord. Mais bien sûr, c'est-à-dire comment bien utiliser son jeu de jambes pour mettre l'adversaire dans la Même sauce. son corps, du coup, coordination, fluidité, comment tu contournes, tout le côté coordination entre les pieds, un dribble ou deux, enfin bref, il y a plein de choses à devoir détailler, donc là on va rentrer vraiment dans de la technique pure. On a des évidemment légendes du jeu dont on va pouvoir parler. Là, il y a aussi un aspect, comme vous le savez, on aime être dans la subjectivité totale dans ces top 10 all-time. Il y a aussi un aspect beauté, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs où on les voit et on dit purée, qu'est-ce que c'est beau, regarde-le, la balle au poste, hop, petite feinte, hop, départ, je t'enroule ligne de fond. Peut-être que le spin move d'un garçon sera plus beau et fluide aux yeux de quelqu'un qu'un autre. Ça, après, c'est les goûts et les couleurs. Hein, ça. Oui, la fluidité, ça reste une notion subjective, mais qui finalement est pas forcément si subjective que ça, parce que plus c'est fluide, plus ça veut dire que le footwork est bien exécuté. Donc, c'est ça. Tout à fait. Puis on a des garçons, parfois, ils sont athlétiques et pas athlétiques, et puis tu te dis, comment est-ce que ça se fait qu'il lui ait mis la totale, alors qu'en fait, il est pas rapide? Ouais, il est pas rapide, ou il a pas de détente. Il y a quelques exemples en tête là, il y en a quelques-uns dans mon top 10, moi je te le dis. Il y a 2-3 mois aussi. Les mecs qui n'ont pas de détente, ça saute pas les trottoirs, par contre ça met la race à n'importe qui en fait. Tiens, c'est marrant. Dès qu'il reçoit la balle, il y a 2 points. Il a encore fumé. Ouais. Donc c'est dans tout ce registre-là, évidemment pour les nouveaux et nouvelles qui s'intéressent au basket via ce top 10 all-time, vous pouvez aller sur YouTube ou sur d'autres chaînes et taper notamment Footwork NBA. Vous aurez plein de compilations de choses exceptionnelles, des montages très très bien faits où on peut voir justement l'art du footwork. Et plus dur à estimer, pour finir là-dessus, c'est que c'est des deux côtés du terrain, mine de rien. C'est-à-dire que défensivement, savoir se positionner, les petits pas d'ajustement bien mis au bon moment, ça compte aussi. Ah mais bien sûr. C'est surtout un truc d'attaque, mais en défense, ça compte aussi. Opération ballerine. Ici, si vous êtes pâteau et que vous n'avez pas de mobilité au niveau des pieds, il y a peu de chances qu'on vous parle aujourd'hui. Hein, après, il y a du coup beaucoup de joueurs éligibles à ce top 10. Honnêtement, il y a beaucoup de joueurs éligibles à ce top 10. Et sur certains joueurs, il peut y avoir des discussions sans fin de ouais, il a un pur footwork, mais je ne l'ai pas mis dans mon top 10 parce que j'ai estimé qu'il était derrière lui, quoi. Exactement. Et donc du coup, vous pouvez déjà retrousser vos manches et essayer de réfléchir à votre top 10 all-time. Déjà, rien qu'avoir un podium, ce serait pas mal parce que ça va être drôle. Hein. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que maintenant, on va devoir se poser une grosse question. Allez. On est lundi. Qu'est-ce qu'on mange ? On mange des spaghettis à la bolognaise, avec une bolognaise maison. C'est-à-dire les... Ah bon ? Non, mais j'en ai fait hier. Mais... T'en as fait hier. Ah, bon. Vous avez pas dîné ensemble ? Non. Viande hachée de chez le boucher. Alors, boulette ou tu les fais toi-même ? Boulette. Ah, d'accord. Genre oignon dans la poêle, bien, tu les fais bien translucides, là, comme il faut. T'as mis de l'ail un peu. Clac, là, t'as bien découpé ta viande hachée en micro-bouts. Tu me fais revenir tout ça. Petit à petit, t'ajoutes la sauce tomate en touillant bien comme il faut. Puis à côté, tu fais des spaghettis. Moi, j'aime bien spaghetti bolognaise, mais ça marche avec plein d'autres pâtes. Linguine, capellini, on est sur quoi ? Comme pas des spaghettis tout simples. Hein, spaghetti. Ouais. Très bien. Ouais. Magnifique. Un classique qui marche. Voilà, un peu de basilic au-dessus ou pas du thym. Du thym. Ouais. Du thym. Voilà. Très bien. C'est bien, non ? Bien sûr, c'est magnifique. Tu valides ou pas ? Je crois que j'ai déjà donné mon Je sais pas. Non, mais c'était magnifique. Ça cuit 2 heures. Ah, ça cuit longtemps. Hein. Oui. La sauce avec la viande, en fait, ça cuit 2 heures, je sais pas, mais ça cuit longtemps. Oui, après ça s'évapore, il faut que le bord soit caramélisé. Je mets que de l'ail, moi. Ça cuit pas fort et ça cuit longtemps. Ouais, tout à fait. À l'italienne, quoi. Comme des vrais Rital. C'est ça. Ouais. N'hésitez pas d'ailleurs à aller à Bologne directement, parmi les plus belles pâtes bolognaises évidemment au monde. J'ai été récemment, c'est un délire. Hein. C'est pas une légende. Léon, qu'est-ce qu'on mange cette semaine ? On mange un petit burger maison parce que ça fait très longtemps et ça marche très très bien ça. Quoi, steak haché, oignon, tomate quand même ? Feuilles de salade. Oignon rouge, j'aime bien. Je mets un peu de roquette pour donner un peu de goût. Oui. Je fais une petite sauce maison à base de différentes sauces et puis tu prends du bon fromage. Et puis oui, steak haché du boucher ou
Ou de XXL de chez Charal, il est pas mal pour les burgers. D'accord. Ouais. L'herbe, il est un peu Bah, plus moelleux. tu sais quoi D'accord. faire, Charal, envoie le chèque. Hein. Ouais. Le placement, le placement. Et bon, Ouais, Charal, Sur la table. Ça marcherait. hein, Ça marcherait. ça marcherait de La ouf. SMR sur Charal. Bien sûr, n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas, C'est hein. bon. Moi, je vais partir sur des aiguillettes de canard à la crème champignon avec du riz, tout simple, ça marche forcément. Attention à la crème pas trop épaisse parce que sinon après, au niveau de la digestion, c'est un petit peu compliqué. Mais ouais, aiguillettes de canard, ça c'est vraiment C'est bon. un vrai délice mais d'enfance. J'aime bien. J'ai envie de me faire plaisir. Plutôt des champignons, des vrais bons champignons. Arrêtez avec vos boîtes de conserve. Il faut des vrais champignons à travailler. Et sur ces magnifiques paroles, putain, ça fout la dalle, vos bêtises. Dites-nous ce que vous allez manger, évidemment, ce lundi pour nous accompagner. Évidemment, avant de démarrer, une petite dédicace à toutes celles et ceux qui nous regardent, où que vous soyez. Je sais qu'il y en a qui sont dans la voiture, à la salle de sport, sur le trône. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de dédicace, je voulais le refaire. Qu'est-ce qu'on a ? Il y a des parents, Ouais, la team vaisselle, évidemment. la team partielle. La team révision, ouais. La team révision, vous êtes pas très raisonnable. Hein. Voilà. Continuez. Franchement. Continuez comme ça. C'est difficile de bien suivre un top 10 si tu révises en même temps, quoi. Non. Vous C'est le allez mec qui dit truc à cartonner. l'envers. Ouais, bien sûr. Franchement, arrêtez de réviser parce que sinon vous allez avoir du mal à vous concentrer, quoi. ouais. Attention, hein. Prenez une pause d'1h30 Ouais. pour vous régaler évidemment. Donc bref, où vous soyez, on vous envoie des bisous. On va pouvoir commencer. Allez, vas-y. Vous connaissez les les classiques. Je vais devoir donner à mon cher Alex. Ceci est une tablette, ceci est un stylo et ce qu'on appelle communément un effaceur. Le peuple sait ce qu'il attend. On va pouvoir se... Qu'est-ce qu'il y a ? Je posais l'effaceur. Non, c'est géré, regarde bien. Oula, je suis allé loin là. Putain. Il a pété le plafond. C'est géré. C'est géré bien évidemment. Nous sommes sur le top 10 du Footwork All Time. Avant de mettre un numéro 10, on aime évidemment commencer par nos mentions honorables. Attention à pas spoiler. Parce que moi j'ai une liste de Ah bah moi aussi. ouf. Oh là là, de la mention honorable. Il y a de l'actuel et de l'ancien. Par qui tu veux commencer ? Bien sûr. Bah, je sais pas, je n'ai pas réussi à rentrer, et c'est logique, mais je voulais quand même le mentionner, puisque parfois on a trop tendance à sous-estimer son footwork, le Shaq. Ah oui. Ça rentre pas dans les 10, Non. mais il y a du footwork. Oh shit. Prime Shaq, jeune Shaq, c'était dans les 10. Jeune Shaq, c'est dans les 10. peut-être dans les 10. Ouais, ouais. Mais Après, c'est la- Prime Shaq, il est tellement gros, tellement puissant qu'il a plus trop besoin. Il a plus rien à foutre. Footwork. C'est pas footwork. c'est... Footwork. Là, c'est plus Mais il y a- grailler Il y a l'adversaire. notamment une vidéo que j'imagine la plupart des gens ont Oh là vue, là. quand il met la race à Michael Jordan en échauffement de All-Star, là, où il y a le petit shimmy shake, shimmy shake spin, Ouais. fade away. Faire un fade away, faire un fade away, faire un follow away, un shoot comme ça, c'est du footwork. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc voilà, donc non. Mention, hein. Mention pour le Shaq, mention Ouais. pour Wilt, hein, pareil, hein, qui était Oui, vraiment tout à sympathique. fait. Mais Wilt, Ouah. on a tendance à dire ouais, Wilt ça dunkait. Non, Ouah. faut arrêter. Les premiers fadeaway qu'il y a notamment au poste, c'est Monsieur Wilt Chamberlain La qui danse les fait. classique, l'autre. Et tout à fait, on est sur une ballerine totale, athlète énorme. Ceux qui n'ont pas été voir le top 10 all-time des plus grands athlètes de tous les temps, on l'a fait. Spoiler, il est pas mal classé, le Wilt. Dirk, tu l'as dans tes 10 ? Moi, je l'ai pas dans mes 10. Non. Mais on peut mentionner le footwork de Dirk. Ah bah tout à fait. Il y avait le toucher, avec les mains. Oui. Il y avait la gestuelle, les épaules maîtrisées et tout. C'est un shooter incroyable. Et c'est aussi un shooter incroyable et un scoreur incroyable parce qu'il avait ce fameux fadeaway, turnaround fadeaway dont je viens de parler. C'est du footwork. Bien sûr. Et je sais que certains vont dire ah le one leg, fadeaway, etc. Bah oui, oui. Oui, ça fait partie d'eux, mais pareil, moi il a gratté l'entrée dans les 10, mais Non, il il a pas était pas. gratté, moi, mais il était en mention, quoi. Ah, moi il a gratté, il était pas loin. Je peux te mentionner aussi un autre copain Vas-y. de la même génération. La même génération, c'est-à-dire, vas-y. T'as Tony. Ah non, Tony rentre pas non Bah, plus. tu mais sais il est que- dans mes listes. tu Il est sais dans ma que- liste. Tu sais Bah, que tiens. Tony Eh, là. je parlais de spin move. Wow, Spin move en pleine course, bonjour. Le footwork de Tony Parker, Bien sûr. on se réfère souvent à cette histoire de flotteur, mais Tony, et vous pouvez aller écouter ce qu'ont dit les Derrick Rose, Chris Paul, Kyrie Irving, qui après sont venus en NBA, et qui ont dit notamment à des garçons qui nous mettaient la sauce dès les débuts, parce que lay-up du mauvais pied d'appui, Eurostep, le fameux dribbling de fond et je t'enroule en spinant. Tony, il avait une fluidité dans son jeu de jambes qui était assez extraordinaire. Ça venait aussi alimenter son jeu de crossover. Vraiment, Tony avait un jeu de jambes qui était fou. Ça lui a permis de faire une longue carrière. Les cannes, de toute façon, de Tony Parker sont une de ses plus belles armes dans sa carrière de joueur. Hein. Ouais, tout à fait. Bah, il y a ce panier Game 1 des finales de 2013.
Oui. où il met le panier de la Sur gagne le- sur LeBron et tout. Sur il y a- LeBron. Il y a un peu de footwork dans ce Il y panier. a un bout de footwork. Il le ouais, garde tout à bien fait. son pied de pivot. Mais tout à fait, mais Tony, Mais je tu voulais le vois- mentionner parce qu'il fait partie des Bien sûr. garçons qu'on oublie un petit peu. Je t'en prie, un autre. La Marcus Aldridge. Ah putain. Merde, tu as mis Non, une non, tête non, non, c'est bon. Mais je dis ah putain dans le sens qu'est-ce qu'il était Tu sais qu'il y a du footwork là aussi, hein, je te le dis moi. très fort. Marcus non, non. Aldridge, regardez le jouer, c'est chirurgical. Ça se mentionne Bien sûr, quand on parle de footwork. bien sûr. Il y a un garçon actuel qu'on a tendance à tout le temps Il y en a zapper pas et mal, hein, des gars sous-estimer. actuels, là, qui Ouais, sont tout forts à en fait. footwork. Mais il y en a un que j'avais envie de mentionner parce que Vas-y. c'est vraiment son niveau. Regardez le footwork de Chris Middleton, c'est de l'art pur. C'est extraordinaire ce qu'est capable de faire Chris Middleton, vraiment à la fois balle en main, mais dos au panier. Pardon, Chris Middleton. Fade away, sur l'épaule droite, sur l'épaule gauche, les feintes avec le jeu de jambes, sa capacité à être parfois en rythme ou totalement hors rythme. Vraiment, c'est j'ai mon rythme. Je vais te l'imposer quoi qu'il arrive et Ah, il est exceptionnel à regarder jouer Chris Middleton. Quand il est en forme, c'est une ballerine totale. Attention. Nikola Jokic. Eh non, il est pas dans les 10. Bah, Nikola Jokic, ça se mentionne fort. Ah bah oui. Parce que évidemment, il y a le côté passe incroyable, main gauche, main droite, il y a le côté il dribble un peu, c'est un peu bizarre, il y a le côté qualité de shoot, tous les petits hooks et tout. Mais faut pas oublier que dès qu'il reçoit la balle au poste, quand il commence à enrouler les défenseurs, à se glisser dessous et tout, ou le move qu'il a là, un peu dans un registre différent, mais Barclay le faisait aussi beaucoup à l'époque, d'ailleurs Barclay ça se mentionne à mon avis en footwork, c'est tu sais ça part de presque la ligne à 3 points en dribble, face, ça se retourne en cours de dribble, cette espèce de move face-up qui devient un post-up ou en tête de raquette ou à 45 et là vas-y je vais t'enrouler ou je vais te mettre un petit hook sur la gueule. Ouais. Ça Jokic il est trop fort pour ça, il démarre de 8 mètres du panier face au panier, il dribble un peu le défenseur, recule, il se retrouve dans la raquette puis là t'es baisé, c'est fini. C'est très compliqué avec Jokic, oui, et vous pouvez retrouver pareil sur les réseaux, sur YouTube, des situations au poste de Jokic qui est juste dos au panier et feinte, je t'enroule. C'est toujours le même pied d'appui, mais en fait, t'es derrière moi et il y a N1. Il y en a un notamment face au Thunder qui est une pépite absolue de Nikola Jokic, je suis d'accord, c'est une mention. Après j'ai d'autres noms, mais après je sais pas trop où t'en es toi. Melo, je l'ai pas rentré dans mes 10. Merde, ok. Tatum, Non. Booker, c'est des gens qui se citent, Ouais, bien ça sûr. rentre pas dans les 10. Kyrie. Kyrie, ça se cite, ça rentre pas dans les 10, ça grattait moi. Et ça grattait, ouais, ça fait. Et, Mais tu vois, tous ces mecs-là, les héritiers d'un garçon qu'à mon avis, on a tous les deux dans nos 10. Voilà, les héritiers d'un garçon qui est lui-même l'héritier d'un autre garçon, et à mon avis, les deux, on les a dans nos 10. Tous ces héritiers-là, les Booker, Tatum, t'as parlé de Middleton tout à l'heure, il est un peu dans le délire. Bien sûr. J'ai un autre héritier, mais moi je l'ai dans mes 10. Donc je ne parle pas de lui maintenant. D'accord. Ouais. Mais Kyrie, tout ça, je les ai pas rentrés. Mais franchement, quand tu regardes jouer Jason Tatum, quand tu regardes jouer Devin Booker, que tu vois les mecs des situations dans lesquelles ils se débarrassent de leurs défenseurs sans poser le dribble, juste parce que il fait le petit jab step et après il prend bien appui sur la jambe de derrière, il est en train de faire un fade away, le défenseur est à 2 mètres. Et donc ça shoot très haut avec des belles courbes et tout. Enfin, tu vois, Trop propre. très propre, je suis d'accord. Je suis d'accord. On est bon sur les mentions. On est bon parce qu'après on va se. Non, après on va se marcher sur les. Après j'ai peur de sur les citer des joueurs que tu vas me dire oh non et tout. Quoi Je Les mets top dans mes 3 10 et tout. Ouais. On est bon? Ouais, vas-y. Fin des Allez, mentions 10. honorables. C'est parti, on se retrousse les manches et on va mettre un numéro 10 all-time dans ce top 10 des meilleurs footwork. C'est parti, on commence. Et tu sais quoi, pour une fois, je vais faire une Alex en 10. Je vais mettre juste un coup de cœur. Aussi c'est un coup de cœur, mais Zach Randolph, il nous a mis en 10 et je voulais juste mettre ma petite wildcard pour monsieur Luka Doncic il a qui est un en peu train de footwork. faire une entrée dans le top 10 all-time monstrueuse. Parle-nous de Zibo. d'ailleurs lui il peut faire des entrées dans des top 10 all time lui. Ouais, mais tu sais que dans celui-là, il suffit juste qu'il joue et il va être... bref, vas-y, il a parle un de... peu de footwork. Ouais. Bah Zibo. Ballerine. On parle quand même d'un 120 kills. Ouais. Pas si athlétique que ça, je veux dire, Zibo a jamais été très rapide. Zibo, en début de carrière, là, les Jailblazers et tout, ça envoyait quand même des dunks un peu sales et tout, mais après, très vite, notamment aux Grizzlies, il est devenu l'ours qu'on connaît, Oui, bien sûr. à qui tu files la balle à 45, et puis dit défenseur. On parle d'un mec qui a fait des paquets de saisons à plus de 20 points par match, sans trop dunker, sans tellement shooter à 3 points. Donc on est vraiment dans le périmètre, en face-up ou dos au panier.
Et dans les deux cas, on est dans de l'enroulage, enfumage de défenseurs, avec, bien sûr, il a beaucoup de touchés après avec la papade gauche, mais moi, j'ai cette série en tête, où je vais reprendre mes notes. Oui, voilà, c'est celle-là. 2012. C'est 2012 Ou 2011, de toute façon, pareil. Une race à Tim Duncan. En 2012, Tim Duncan, ça défend encore, il a encore des cannes, sans faire de mauvais jeu de mots. C'est 2011 d'ailleurs, je crois. Moi j'ai noté 2011. Oui, 2011. Où Memphis va sortir les Spurs donc quand même très sérieux, en 6, où on est sur un Game 6, on est sur du 31 points de Zach Randolph sur Tim Duncan. Voilà. C'est tout en footwork. C'est-à-dire que tu as un des meilleurs défenseurs intérieurs, si ce n'est le, après on peut discuter, sur le paletot pendant le match. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu mets 31 points dans un match décisif pour fermer une série? Ouais. Mike Dice a aussi appris la sauce. Il était. Ouais, ils lui ont envoyé du Mike Dice. Je dis Duncan, vous savez bien que c'est jamais une opposition en 1-1 comme ça sur les 36 minutes que les mecs jouent. Mais genre, donc dans la raquette, il y avait du gros client en face. Et toute sa carrière, il y a plus de 1100 matchs en carrière pour Zach Randolph. Toute sa carrière, il est sur son toucher et sur son footwork, et il score. Et tu le sais avant le match, donc t'es les Clippers, t'envoies Blake Griffin, t'envoies DeAndre... Il en a rien à foutre. Non. Ah là-bas, il enroule. Dans la même catégorie un petit peu de ce qu'on venait de mentionner avec Nikola Jokic, ce combo poids, puissance, ballerine sur les pieds, c'est assez rare d'avoir vu ça dans l'histoire. C'est-à-dire que souvent, là on va voir, on a des athlètes qui sont assez longilignes, beaux, enfin il y a de l'athlète racé. Mais Zibo, c'est vrai qu'il y avait ce terme qui est difficile à traduire en français, mais qui est nimble, vraiment en anglais, de ce côté un petit peu genre... Bon bah si tu fais l'exercice des tip-in un peu avec Zibo, il avait une vitesse de jeu de jambes qui était assez hallucinante par rapport au haut du corps en fait. Il servait bien, il se protégeait avec le panier, il passait de l'autre côté. C'est-à-dire que dans des espaces extrêmement réduits, l'autre il arrivait à faufiler. T'as vraiment la sensation qu'il est avec deux intérieurs dans une cabine téléphonique et qu'il n'y a pas de problème quoi. Qu'il va se faufiler là. Clairement. Ouais, je l'ai mis en 10 du coup parce que oui. J'ai d'autres gars à mettre, mais je trouve que putain, le footwork de Zibo, il fait sa carrière là-dessus, hein. Mine de rien. Allez checker, c'est très très beau. Prime Zach Randolph, c'est vraiment... Regardez d'ailleurs les jambes et vous allez vous dire, genre, attends, c'est pas normal. Donc t'as mis Luka. C'est un coup de cœur, mais je préfère prévenir. Il suffira qu'il fasse toute sa carrière pour qu'il rentre top 6, top 5. C'est qu'avec son footwork, il arrive à se débarrasser. Il a un footwork, Luka Doncic, pour son âge. C'est-à-dire que on le sait, il est pas rapide, il est physique, mais débarrasser de mecs beaucoup plus rapides. Il est pas rapide et en fait, Luka a le package complet déjà à son âge, au moment où on fait cette vidéo en 2022. C'est-à-dire qu'on a les sidesteps, on va y revenir avec d'autres athlètes. C'est-à-dire, je peux, même sans être trop rapide, créer mon angle de tir juste en me décalant. Le step back à 3 points. Combien de joueurs sont déjà tombés au sol ou ont terminé avec un problème aux hanches, aux reins, à la tête, à tout ce que tu veux, parce que c'est un pied d'appui fort, et ensuite je recule, mais c'est un jeu d'angle et de footwork qui est exceptionnel. Le fameux move face à Bam Adebayo, c'est-à-dire si je suis dos au poste, feinte, shimmy shake, tout ce qui se passe déjà au poste avec Luka Doncic est extraordinaire à son âge. J'étais obligé de le mentionner parce que je pense que s'il fait toute sa carrière, il ira rejoindre les légendes du jeu. C'est... Dans les joueurs extérieurs, actuellement j'en vois très très peu qui sont à son niveau et il est en début de carrière. C'est fabuleux. Je connais très très peu de joueurs dans l'histoire qui ont été aussi lents et aussi efficaces sur leurs espaces créés avec leurs jambes. Moi j'en ai un ou deux dans les 10. Il y en a un ou deux, ouais. mais c'est rare comme cas. C'est-à-dire que Luka, on le sait, n'est pas c'est pas une foudre quoi en termes de vitesse, mais il a compris que en ayant les appuis les plus larges possibles, notamment sur ses separation moves, il allait pouvoir créer des distances absolument énormes. Ce sont des équivalents de crossover, les footwork de Luka Doncic. Il met des joueurs vraiment en tête de top 10 du soir, là, quand on a les top 10 des actions, parce qu'en fait, son appui sera trop beau. Des N1, les angles, la lecture des angles de Luka Doncic avec son footwork, c'est... Je pouvais pas ne pas le mentionner, quoi. Je pense qu'il va grimper très très haut dans c'est sa possible. carrière. C'est vrai que pour l'instant, il est trop en début de carrière pour trop le... Ouais. Mais c'est même pas une honte, tu vois, de le mettre 10, quoi. Genre, franchement, il est... Je l'avais dans mes mentions. On va pouvoir enchaîner en place numéro 9. Numéro 9. Ah oui. Numéro 9. Carmelo Anthony.
j'ai mis son papa, moi. Ah, monsieur Adrien Dantley. C'est son papa. Tout à fait. Enfin, spirituel. Denver Connection. Hein. Spirituel, hein. Créez pas des nouvelles rumeurs, là. C'est son père spirituel. Parle-nous d'Adrien Dantley. Adrien Dantley, au poste 3, quoi. Hein, c'est un ailier. Scoreur, très très gros scoreur, dont on avait parlé en termes assez élogieux quand on avait fait le top 100. Hein, il doit être dans les places 60, 70, par là, peut-être 75 dans nos top 100, plus ou moins. Pourquoi ? Parce qu'il n'a rien gagné de sa carrière. Parce qu'en fait, il a fait que de scorer sur la tronche de tout le monde, toute sa carrière, à mi-distance. Quand tu regardes des bouts de match, des highlights, des résumés de ce que faisait Adrien Dantley sur un parquet, le mec score dans le périmètre sans poser de dribble. Voilà. Il reçoit la balle. Alors, lui, il est pour moi parmi les meilleurs ailiers de tous les temps, dos au panier, au poste, avec un adversaire dans le dos. Mon rythme, t'as rien à faire. Voilà, c'est ça. Ça va pas vite, hein. J'en ai un autre comme ça où ça va pas vite, hein, puis il y a panier. À panier, hein. Il n'y a pas d'écran, ça va pas vite, mais il y a panier. Il y a panier, donc tu parlais de jab step tout à l'heure. Bon, alors là, voilà, l'autre, je te dis, il n'a pas besoin de poser de dribble. Il avait cette espèce de jab step qui transforme en turnaround jump shot, là, pour bien créer de la séparation sur de la séparation. Il a mis, Adrien Dantley, il a 26 000 points en carrière, ou un truc comme ça. Hein. Ouais. Comme Melo, quoi, plus ou moins. Ils doivent être dans le même range de total de points en carrière. Melo, maintenant, est plus haut. Melo continue de monter parce qu'il joue encore. Ouais, des scores, tout à fait. Melo, il continue dans le top 10. Melo est dans le top 10 des scores les plus prolifiques de tous les temps. Ah bon ? Ouais. Il va être 9, là, il va aller chercher Moses. C'est con, hein, c'est ouf. Hein. C'est vrai, Melo, il continue, rien à voir. C'est un truc de dingue. Mais bref, ouais, Dantley, il est. Dantley, moi, je le mets là. Parce que clairement, s'il y a bien un top 10 dans lequel il rentre, pour moi, c'est celui-là. Parce qu'on est vraiment sur un gars qui a fait sa carrière au scoring, sur évidemment une belle qualité de shoot. Ça suffit pas de créer de la séparation grâce à ton footwork. Il faut encore les mettre dedans après les tirs, hein, évidemment. Mais là-dessus, sans vraiment trop dépasser ses adversaires en puissance, en passant l'épaule, il drivait un peu et tout. D'ailleurs, les drives, il y a beaucoup de drives où ça change de direction entre le premier appui et le deuxième appui, et tout ça, c'est du footwork. Hein. On va sûrement en reparler plus tard. Mais donc, ouais, Adrien Dantley, scorer autant avec... t'as la sensation qu'il fait toujours la même chose, en fait. Qu'il fait toujours la même chose et que le défenseur, il n'arrive pas à se positionner dessus. Pendant plus de 15 ans, ça a marché. Ouais, donc voilà, et alors lui, pour le coup, voilà, tu peux clairement le qualifier de père spirituel, notamment de Melo, mais d'autres gars dont on va peut-être parler. Bien sûr. Je te laisse confirmer, je crois que je dis pas de conneries quand même pour notre ami Carmelo Anthony, mais je suis quasi sûr qu'il est rentré dans nos meilleurs scores all-time, parce que mine de rien, à force de faire une carrière longue, il est... 9e. C'est 28 000. Ça. Ah ouais. Et Dantley, il est... Oh non, il est moins haut que ce que j'étais en train de dire. Tu vois, j'étais en train de dire de la merde. Ah, il est à 23 000. Ouais, 23, ouais. Mais bon, c'est quand même de footwork. Bien sûr, exactement. Melo avait d'autres armes supérieures à Dantley, notamment en drive et tout. Faut pas oublier athlétiquement. Le jeune Melo. Non, j'allais y venir. Pour moi, Melo était dans les 10 parce que on a présenté l'émission, premier réflexe, jab step. Carmelo Anthony. Je veux dire, les feintes de départ de Melo, ça a été des crossovers, ça a été des signature moves. Jab step, pour ceux qui ne l'ont pas évidemment, pareil. Melo, balle au poste, donne-la moi, il se retourne, feinte, départ, feinte de shoot, départ. Il y a des types qui ont fait des AVC en défense parce qu'en fait, quand Melo fait feinte de tir, départ, feinte de tir, il y a techniquement impeccable sur juste les feintes. On oublie souvent, mais au basket, la feinte est le premier truc qu'on doit apprendre en termes de dépasser son adversaire. Parce pour faire bouger le défenseur, quoi, pour l'obliger à faire des choix. Exactement. Et on va parler de garçons là, en termes de feinte, là quand on va monter tout en haut, ça va être très intéressant. Melo avait donc ce jeu de jambes au poste, classique, sa plus belle arme, côté droit, côté gauche, et il pouvait aller ligne de fond ou sur l'extérieur et monter. Juste. Et donc tout à fait shooter. Ou juste shooter. Sans bouger, je veux dire. Et donc il y a l'efficacité et la beauté. On parle souvent du haut du corps avec Melo, c'est-à-dire on aime se fouetter, la technique qu'il a, mais regardez ce qui se passe au niveau des jambes. Ça fait 15 ans qu'il a la même discipline au niveau de son jump shot. C'est beau, il est droit comme un i. Les espaces sont très réduits certes au niveau des pieds, mais c'est impeccable. Et alors tu le disais, jeune Melo, c'est... Il y a un tout petit espace ligne de fond, feinte de départ, spin move, N1. Il était dans cette catégorie, ça m'a fait penser d'ailleurs à Baron Davis dans un autre poste, mais qui est
appui hyper tonique. Mélo, c'est pas tout à fait les mêmes ballerines dont on va pouvoir parler. Mélo, c'est pan. C'est vraiment des appuis hyper toniques et tout d'un coup, ça monte. Mais c'est un gros corps aussi, Mélo. Exactement, tout à fait. Et donc, du coup, par rapport à d'autres garçons dont on va pouvoir parler, tu parlais de Dantley qui était un peu plus léger, un peu plus light. Dantley, plongiligne. Il y avait tout à fait, il y avait un côté un peu plus justement danseuse. Là, avec Mélo, il y avait un côté tellement rapide et à la fois très vertical et en même temps sur les déplacements horizontaux, parfait. Malheureusement, il y avait deux côtés du terrain, donc on n'avait pas le droit à la même dynamique en termes de footwork en défense, mais alors en attaque, Mélo, ça fait... Moi, demain, s'il faut que j'apprenne un jab step à quelqu'un, je lui dis, regarde Carmel Anthony. Footwork, top 10 all time. Il est 9ème. On va pouvoir passer en place numéro 8. Attention, fais pas de bêtises avec le numéro 8. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui veulent faire des références au numéro 8. Ah non. Ah non. Hors de question. Qui tu nous as mis ? Kawhi Leonard. Ah. Il y a beaucoup d'enfants d'eux. Hein. Demar DeRozan. Je l'ai pas rentré, mais j'ai mis Kawhi. Oh my goodness. Je sais, non, mais il y a tellement des... Le footwork, c'est dur, hein. Il y a trop de monde, il y a en fait. trop de monde. C'est plus dur à départager que d'autres trucs, je trouve. Ouais. On a moins de critères... c'est difficile, hein. C'est aussi très pur. subjectif, Mais bien hein, évidemment que le footwork de Demar DeRozan est magnifique. C'est pas un Parle-nous de problème. Kawhi, bien sûr. Parle-nous de Kawhi. Kawhi Leonard, comment dire on l'a comparé à des gens. C'est relou, hein, on va devoir attendre. Oui. On l'a comparé à des gens. Oui. Hein, notamment lors de sa période de domination forte avec les Spurs ou bien évidemment lors de ce run magnifique avec les Raptors où il est absolument incroyable offensivement et tout, où ça repose beaucoup sur lui et de l'isolation. Scorer en isolation, il n'y a pas 50 000 solutions. Il y en a deux. Soit tu es capable, grâce à ton handle, ça c'est plus pour les petits feux follets, je pense par exemple, on a cité Kyrie tout à l'heure, ou on pourrait citer Iverson, ou des gars comme ça, genre tu fais une différence, mais c'est plus au-delà même du footwork, c'est plus genre juste les dribbles, ils vont tellement vite que tu peux passer ou créer une séparation latérale complètement incroyable. Mm-hmm. L'autre option, que Kawhi Leonard a beaucoup utilisé, c'est t'es sur moi, hop, t'es plus sur moi. T'es sur moi, hop, t'es plus sur moi. Donc chimie check, hein. Le footwork de haut panier, comment il a intégré les fadeaways sur les deux pieds, les turnaround fadeaways sur les deux pieds extrêmement rapidement, le positionnement, c'est un joueur qui a énormément travaillé sur ses appuis, c'est un joueur qui a pris exemple sur les plus grands et qui a réussi à les copier de manière, très efficace et très très proche du résultat du maître, hein, on va dire ça comme ça. Donc ouais, je pouvais pas vraiment faire ce top 10 sans mettre Kawhi Leonard dedans. Je sais pas si toi, tu vas nous le mettre dans tes 10 ou pas. Non. Non, tu vas pas le mettre, ok d'accord. Toi, tu préfères mettre Demar DeRozan. C'est marrant, mais pourquoi pas, remarque. Hein. Mais du coup, c'est bien parce qu'on va avoir... Mais du coup, parce que ça veut dire que tu considères que Demar DeRozan a un meilleur footwork que Kawhi Leonard ? Non, mais tu vois, je pose juste la question en fait. Hein. En fait, oui, on peut répondre comme ça, mais je pense surtout que j'ai voulu rendre hommage à DeRozan parce que c'est un spécialiste. C'est-à-dire que Kawhi Leonard est extraordinaire au niveau de son footwork, mais il a une force aussi du haut du corps, et beaucoup de joueurs disent putain, le mec, tu le touches, tu te casses le bras en fait, ou tu te casses le doigt, qui fait qu'en fait, son footwork est exceptionnel, mais je dirais que ça fait partie d'un bagage qui est complet. DeRozan me fait penser tout de suite à du footwork. D'accord, c'est plus le côté signature. Parce que moi, DeRozan, il me fait... Je pense au footwork, je l'ai pensé à DeRozan. Mais genre, il y a aussi... Je peux pas m'enlever de la tête l'athlète extraordinaire, virevoltant, aérien qu'il est tout à fait. Qu'il est toujours. Bien sûr. Il a été plus, mais il l'est toujours. Genre, DeRozan, il y a le footwork. Et puis, il y a aussi que quand il appuie sur les pointes de pied, l'autre façon, il monte tellement haut que qu'est-ce que tu veux faire ? Mais bien sûr, tu vas contrer quoi ? Tout à fait. Mais c'est vrai. Bien sûr. Combien de fois il shoot sur la tête des mecs, il shoot juste au-dessus. C'est ça. Et donc, du coup... Kawhi un peu moins. Mais bien sûr. J'ai ce côté plus terrien. Ah non, mais il n'y a pas de... C'est pour ça que je... Bien sûr. Oui, il y a pas d'erreur. On peut dire qu'il y en a un qui a un meilleur footwork que l'autre, et moi il n'y a pas de problème. J'essaie aussi de varier parce que maintenant le problème c'est que, comme tu vas le voir et on l'a dit, il y a des fils d'eux et des apôtres où on est là genre on va tous les mettre, et voilà. Il n'empêche que DeRozan est évidemment lui aussi dans la lignée, c'est-à-dire qu'il a récupéré les footwork de garçons dont on va parler un peu plus haut, qui portent soit le 24 soit le 23 ou le 8 et 34 ouais, tout à fait. 34 mon gars quand même. Bien sûr. Et on va en parler. Mais DeRozan a
Un petit peu comme tu le mentionnais là avec Dantley, DeRozan a cette capacité à être pareil, pas ultra rapide, mais je vois très bien ce que tu dis. Il n'est pas très rapide, DeRozan. C'est le footwork à mi-distance. Mais en fait, il a cette spécialité à mi-distance. Vous savez que parfois je peux avoir des soucis avec DeRozan quand c'était la période notamment Spurs et Raptors, mais le package il est complet. Sidestep, donc c'est-à-dire vraiment reprendre un exemple d'un garçon dont on va pouvoir reparler, j'espère. Sidestep, c'est-à-dire vraiment j'ai la balle et en fait pour me créer mon espace, ça va être sur épaule gauche ou épaule droite. Mon pas il est pas en arrière, il est pas devant, il est sur le côté. Et donc DeRozan ouvre son champ de tir ainsi. DeRozan, on le voit aujourd'hui avec les Bulls, ce tueur que c'est de commencer à dribbler, de se rapprocher à mi-distance et de trouver sa zone préférentielle. C'est notamment des feintes de départ. C'est notamment la manière dont il enroule les garçons. Il arrête son dribble, et s'il arrête son dribble, on se dit l'action est terminée. Non, DeRozan va passer un coude et utiliser son extra step pour aller chercher peut-être un N1 à l'arceau, pour essayer de rapporter un joueur et faire la bonne passe. Il a, de tous ces gars-là, il m'a fait plus penser notamment à des intérieurs qu'à des autres extérieurs, parce qu'il est pas ultra rapide. Il me fait penser notamment à Luka, et Luka me fait penser à DeRozan dans leur capacité à enrhumer leurs adversaires dans leur footwork. Il y a de l'intérieur et de l'extérieur chez DeRozan. Il y a des choses qu'on peut ne pas aimer, mais alors le footwork de DeRozan, ça s'apprend dans toutes les écoles. Ligne de fond, devant, derrière, tout ce que tu veux. Les Eurostep, tout de DeRozan, et je ne monte pas en effet en l'air parce que ça fait pas partie de ça, mais il a des cannes absolument mythiques, hein, Demar DeRozan, que ce soit en début de carrière ou en continuité. Oh. On va passer en place numéro 7. Hein. Moi aussi, ça me fait marrer là. On y est là, on rentre dans le vif. Dans le vif. En 7, hein. Il y a beaucoup de fils d'eux. Ouf. Tim Duncan pour moi. Joel Embiid pour moi. Il sera un peu plus haut. Je sais pas trop le mettre, Tim Duncan. Je sais pas comment le mettre. Ah bah moi je le mets un peu plus haut. Ouais, je m'en doutais que t'allais le mettre plus haut, mais je savais pas comment le mettre. En fait, j'admire le footwork de Tim Duncan. Le mec, son surnom, c'est The Big Fundamental. De toute façon. Oui, voilà. Ouais, mais en fluidité, j'ai jamais été amoureux. Et c'est parfait que tu mentionnes ça, parfait. Par exemple, c'est ce qu'on disait en intro. Par rapport à d'autres joueurs que je vais mettre au-dessus, c'est moins beau. Je trouve que c'était moins beau et surtout. Tim Duncan est tellement complet aussi, lui. Moins signature, comme je disais avec DeRozan. DeRozan. Moins signature. Il y a le bank shot qui est, entre guillemets, il le faisait avec un petit jab step, mais c'est surtout du travail limite, il shootait qu'avec le poignet presque, ces trucs-là, tu sais. Voilà. Il y a bien sûr des petits hooks qui sont le fruit aussi d'un bon footwork. Il y a du up and under et tout. Attention, Tim Duncan, la panoplie, elle est quand même très très propre. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Il y a le footwork défensif. Moi, c'est surtout limite le footwork défensif qui me l'a fait rentrer dans ce top 10, dans le sens où je trouve qu'en footwork offensif, j'ai plusieurs intérieurs, moi, devant Tim Duncan. Hein, en footwork offensif. Alors à ce moment-là, ce sera en beauté, parce qu'en package, il a tout. Il a tout, mais je trouve que j'ai plusieurs intérieurs qui exécutaient mieux en termes de footwork offensif que Tim Duncan. Ouais. Il est pas... Il a aussi beaucoup, Tim Duncan, en fait, il fait tellement le geste simple qu'il impressionne moins avec son footwork. C'est-à-dire qu'en gros, là où il peut passer en dessous, bon non, en fait, je peux mettre le petit hook, je mets le petit hook, mais du coup, ça fait moins footwork. Il y a moins de... Genre, je mets les mecs complètement dans le vent grâce à mon footwork. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc là, j'ai des mecs au-dessus, en intérieur. Après, je compare pas... Je vais pas commencer à comparer le footwork de Tim Duncan avec celui de DeMar DeRozan, par exemple. C'est des catégories de jeux différentes. Puisqu'après, il y a tes zones de confort de shoot et tout. Le footwork a un but très important, c'est de te mettre dans une zone de confort où tu sais que tu vas pouvoir scorer. Donc, comme on disait, créer de l'espace et te mettre dans une situation au-dessus de l'épaule gauche, au-dessus de l'épaule droite. Tu vois, il y a des joueurs, ils ont le turnaround fadeaway plutôt d'un côté, plutôt que de l'autre et tout. Par exemple, Duncan, les turnaround fadeaway, il savait les faire. Il n'utilisait pas non plus tant que ça. Un petit peu, mais pas tant que ça. Il avait tendance à d'abord se retourner, à bien poser. Là, il faisait bien les feintes de départ et puis boum, bank shot. Ou je m'approche un peu parce que je suis plus puissant, parce que Duncan, faut pas oublier qu'il était très puissant. C'était un buff, un gros buff que, en fait, finalement, quand tu regardes les images des années 2000, il n'y a pas beaucoup d'intérieurs qui arrivaient à l'empêcher d'avancer. Nope. C'est-à-dire quand il commençait à pousser un peu avec l'épaule, défenseur, il recule.
Voilà, c'est tout, parce que Tim Duncan, c'est un bœuf, athlétiquement. Physiquement, en termes de puissance et tout. Donc, je l'ai mis là en 7. Ça va bien, hein. C'est déjà pas mal, il est dans le top 10. Donc, toi, tu nous as mis... J'ai mis Joel Embiid, qui fait partie des fils d'eux, évidemment. Comment ne pas citer qu'il est arrivé en NBA, Joel Embiid, et on venait de voir ce qui se passe avec Kansas, on se disait next Olajuwon, est-ce que c'est le prochain Olajuwon, etc. Bon. En cours de carrière, Joel Embiid est en train de nous montrer un footwork absolument... Voilà, moi c'est un peu pour ça, c'est le cours de carrière qui m'emmerde. C'est vrai que j'ai pas tellement de cours de carrière en fait, moi là. Je réalise là tout d'un coup. Non mais attends, tant mieux. J'ai pas de cours de carrière, moi j'ai que des mecs avec des carrières terminées. Allez, spoiler. Alors on va voir, parce que moi j'ai en 7 et en 6, vous allez être surpris. Joel Embiid, il est en 7, parce qu'il fait partie, il a repris le flambeau de Hakeem Olajuwon, et il a dit, tu sais quoi, allons-y, allons jusqu'au bout. Dos au panier, l'envergure, la largeur des appuis. C'est-à-dire, regardons les moves de Joel Embiid au poste. Les chimies et tout. Les chimies shake. Il a pris, et d'ailleurs il le raconte, il a pris vraiment quand il faisait du volley quand il était plus jeune, il a notamment découvert le basket avec des VHS et des DVD de Hakeem Olajuwon, et il s'est bouffé ça, et vu que c'est un athlète extraordinaire. Il a pris du Pat Ewing aussi. Il a pris du Pat Ewing qui était dans les mentions de Jésus, mais avant Pat Ewing, le fade away turnaround un peu ligne de fond de Embiid, c'est plutôt celui de Pat Ewing finalement que de Hakeem. Et le shag qu'on a mis en mention, c'est pas mal inspiré aussi de Pat Ewing, donc évidemment. Mais Joel est le fils numéro 1 de Hakeem Olajuwon, et on va voir où est-ce qu'on va caser Hakeem Olajuwon dans ce top 10. Mais le fait est que là déjà en cours de carrière, ce que Joel nous montre, c'est de la danse. C'est extraordinaire de voir en fait un joueur de ce poids-là être aussi agile, fluide, et mettre des joueurs mais dans une sauce. Mais c'est extraordinaire. Vraiment, il y a absolument tout. Je ne vois pas ce qui manque au footwork de Joel Embiid, si ce n'est qu'en fait il est en cours de carrière. Des années. Mais c'est ça, des années. Moi, c'est pour ça. Mais sinon, je suis d'accord. Mais sinon, il a absolument tout, et ça va être côté droit, côté gauche. Même, tu sais, cette espèce de move que je trouve génial, parce que je l'associe beaucoup plus à Embiid que Hakeem. Quand il est en tête, tu sais, à 3 points, et que la ligne de pénétration est un peu fermée, qui commence à prendre un power dribble, il fait un très très haut dribble, et il fait feinte en fait de driver, et il monte tout de suite comme un i pour ce petit shoot à mi-distance. C'est la peur pour le défenseur de se faire dépasser, et c'est ce pied d'appui gauche ou droite qu'il met très très fort sur le parquet qui va créer la distance. Non, tapez Joel Embiid Footwork sur YouTube et vous allez comprendre pour celles et ceux qui ont tendance à le sous-estimer. On passe en place numéro 6. Putain, moi j'ai du joueur actuel. Ça veut dire qu'il y a des joueurs que tu as sur lesquels on va... Soit tu les as oubliés, je manque de respect. Soit on est dans le blasphème, tout ça. Moi, je suis étonné si celui-là n'est pas dans tes listes, mais peut-être qu'en effet, ça va être un débat. Ah. Oui. Et il n'est pas dans mes 10. Oh putain, la vache, c'est vrai. Mais il n'est pas dans tes 10 ? Non. Ah. Alex a mis Paul Pierce, j'ai mis James Harden. James Harden, je peux tout de suite te dire, vraiment, j'ai pensé à lui tout de suite. Hein. Wow. Mais tu sais pourquoi je ne l'ai pas mis dans mes 10 ? Ah, ça manque de jeu au poste. Vas-y, footwork, faut un peu de jeu dos au panier là, un peu de jeu dos au panier, un peu de chimie, un peu de... Ça manque dans le jeu de James Harden. Il n'en fait pas souvent, il n'en a pas tant besoin. Alors tant mieux pour lui. Mais moi ça me suffit pas les step back et les side step à 3 points. Ça me suffit pas. Ah, il me faut du jeu. Parle de Paul Pierce. Plus dans le périmètre. Parle de Paul Pierce, je parlerai de James Harden juste après. Paul Pierce c'est une panoplie complète de footwork. Ça fait partie parmi les ailiers scoreurs, gros scoreurs, à gros volume de scoring. On parlait tout à l'heure de il n'y a pas besoin d'écran, il n'y a pas besoin de tellement foutre un gros dribble, ou tu vois, Paul Pierce, il mettait pas ses adversaires par terre, hein, il crossait pas, enfin un peu, hein, il en a mis quelques-uns et tout. Paul Pierce, en ISO, après ou avant d'avoir posé un dribble, est un enfer absolu, parce qu'il a absolument tous les moves du footwork, il utilise à merveille son pied de pivot, dos au panier, face au panier, jab step, side step, step back, turnaround, fade away, tout ce que tu veux, il avait absolument tout le polo. Absolument tout. Et dans quasiment toutes les zones du terrain. Quasiment. Après, faudrait redisséquer exactement toute sa palette, mais dans quasiment toutes les zones du terrain, polo, tu peux le servir au poste bas, tu peux le servir à 3 points, l'adversaire va avoir peur qu'il démarre, sur quel appui, tu faisais des shoots, des flotteurs, des trucs sur le mauvais pied et tout, n'en avait absolument rien à battre. C'est partie de la catégorie des lents, ouais.
des faux lents, parce qu'il n'était pas si lent que ça, mais pas, c'est clair, c'était pas je sais pas, t'avais des joueurs beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus rapides. Melo, là, attention à parler. Melo, voilà, le jeune Melo était bien plus athlétique que Paul Pierce, tu vois, par exemple, largement. Je trouve, quand même. Jeune Melo. Ouais, c'est parce que souvent on a tendance à oublier que Paul Pierce. Mais très vite, quand il est arrivé en NBA, il a moins joué là-dessus, en tout cas. Et il a scoré beaucoup et pendant très longtemps. Et puis il y a beaucoup de gros shoots de Paul Pierce que j'ai en tête, où en fait, quand tu dissèques le truc, tu fais, mais en fait, il a fait la différence juste là en mettant son petit pied, et puis hop, et là il part sur le côté, et hop, il marque. Les spin moves, les fade away, moi, obligé de rentrer Paul Pierce là-dedans. Je l'ai mis en 6. Mais en tout cas, il est dans tes 10. Voilà, mon top 5 va certainement y avoir des gens dans mon top 5 où ça va causer des surprises, mais bon. Donc toi, tu mets James Harden. Ouais, toi, ça t'embête pas le côté jeu arrêté, quoi. Le jeu arrêté, il y en a assez peu finalement avec James Harden. Non, bien sûr, mais le patrimoine technique et footwork de James Harden quand il va prendre sa retraite, on va regarder, on va faire genre. Attends, il y a des gens sur la planète Terre là entière, là, même les joueurs qu'on voit là aujourd'hui, je parlais de DeRozan et d'autres garçons qui ont fait le sidestep. Qui c'est qui l'a démocratisé? C'est James Harden. Le mec qui a dit vraiment genre, ok, je suis en isolation. En isolation là, il y a deux garçons dont on a parlé, on a dit 23, 24 et 8. Il s'assoit à table et il fait, tu sais quoi, en termes de footwork, j'ai peut-être pas le jeu de haut poste, mais alors par contre sur les extérieurs, le step back de James Harden. Tu connais mon amour pour Manu Ginobili, l'Eurostep de James Harden. Qui a mieux exécuté l'Eurostep pendant des années que James Harden? La puissance des appuis. Ce qu'il a fait. Droite-gauche, gauche-droite. Des crossovers, des garçons qui sont humiliés, mais humiliés total. C'est aussi par son handle aussi quand même. Et par son handle, mais c'est un combo évidemment. Et puis je veux dire, pour Hakim et pour d'autres, il y en a. Polo avait un bout de handle aussi. Forcément, il faut que ce soit un combo des deux. Tu peux pas. Si tu sais pas dribbler, de toute façon, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Mais les humiliations qu'on a pu voir, Wesley Johnson, tous les garçons qui se sont fait avoir, soit Eurostep, soit le step back. Le step back d'Harden, on en a fait des débats. Les gens se disaient, mais attends, c'est un double step back. Il y a marché ou il y a pas marché? Putain, il y a pas marché. Mais en fait, comment est-ce que ça se passe? Et la peur du footwork de James Harden a provoqué des dizaines, des centaines de lancers francs, parce que les gens étaient juste trop apeurés, les défenseurs étaient trop apeurés à l'idée de le laisser faire son truc. Côté droit, James Harden aujourd'hui, n'importe qui regarde Harden côté droit lorsqu'il a la balle, il sait très bien ce qui va se passer. Au moment où il baisse un peu l'épaule, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, ok, c'est le handle, ça va très vite au niveau dribble, mais boum, au moment où il pose son pied gauche et où il y va, t'es derrière, t'es dans le rétroviseur. T'es loin. Et si t'es loin, au revoir, il y a soit alley-oop, soit le N1. Et l'action suivante, il a cette intelligence en carrière par rapport à son footwork, c'est-à-dire, l'action précédente, là, le mec il a pris à ça, ok, et ben cette fois, tu sais, il fait son petit pas de recul. Juste son petit genre, allez hop, et je vais dégainer à 3 points. C'est Prime Harden à Houston, en termes de footwork, c'était monstrueux. Il y a tapé Harden Rubio, Harden Wesley Johnson, Harden footwork, Harden tout ce que vous voulez, et je trouve qu'il a vu le bagage technique qu'il y avait pour les joueurs extérieurs et il a fait attends, on peut ajouter ça et on va faire ça. Et je crois que là, on prend un peu pour acquis James Harden d'un point de vue purement technique et son jeu de jambes. Mais alors, quand il va prendre sa retraite, on va dire genre waouh. Tu sais, en plus, on a tendance à dire Harden, il est bizarre physiquement. C'est-à-dire qu'il a un haut du corps très développé et il a des cannes assez fines. C'est ce qui lui permet notamment d'avoir ce footwork. Je pouvais pas ne pas le mettre et je voulais qu'il y ait une petite dédicace avec Embiid et Harden en 7 et en 6. C'était ma spéciale. On rentre dans le top 5 et du coup j'ai l'impression qu'il va me manquer un joueur dans le top 5. Voilà, il va nous manquer des gars, c'est sûr, on va pas être d'accord. Déjà à mon avis, mon 5, il est même pas dans ton top 10 à mon avis. Bah peut-être parce que du coup 5, 4, 3, 2, 1, ouais c'est bon. Certainement, et là j'ai... Oui. Luis Scola. Ouais. T'as mis quoi? Tim Duncan, ok. Ça j'ai, c'est bon. Bah ouais, Luis Scola. Eh oui. Bah. Alors là, dans le genre, je saute pas les trottoirs. J'avance pas hyper vite. Et pourtant, je mets des races à la terre entière. Ouais, je savais pas si on prenait NBA et ou carrière internationale. Bon, même en NBA, il a mis des races. Oui, bien sûr, mais bon, il a pas une carrière extrêmement longue en NBA, mais par contre, le joueur en lui-même... Il a pas une carrière extrêmement longue en NBA, il a une carrière plutôt longue au global, mais en NBA, il était bon. Mais bien sûr. Il était très très bon. Bon. Donc là, on est sur de l'intérieur à l'ancienne. Je veux dire, il pouvait shooter un minimum. Luis Scola, il n'était pas ridicule dans le périmètre.
Probablement que s'il avait évolué dans la NBA actuelle, il aurait même peut-être développé un petit shoot à 3 points. Ah bah oui, Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Il aurait eu du mal en défense, mais il aurait développé un petit shoot dans le périmètre encore plus que ce qu'il avait déjà. Mais alors, par contre, une fois qu'il a la balle au poste, instoppable cet enfoiré. Absolument instoppable. C'est le fils de l'autre à Boston, là. Ouais. C'est le plus proche. Ouais. C'est-à-dire qu'on a tout, quoi. On a les spins, les scoop shots, les up and under, une efficacité absolument folle. Moi, j'ai encore en tête ce match contre... Bon, c'était en 2000... je sais plus quelle année c'est, moi. 2008, 9, 10 par là, quand les Nets sont dégueulasses. Bon, les Nets sont dégueulasses, hein. Mais Luis Scola leur met 44 points à 20 sur 25 au tir. Il n'y a pas de 3 points. Il y a 4 lancers francs. Bon, voilà. Tout le reste, c'est balle au poste. C'est balle au poste. Et c'est n'importe qui. Même les double teams, il arrive à les splitter. Il fait pas l'extra passe. La panoplie, franchement, c'est une des panoplies au poste les plus complètes. Tu vois, d'intérieur, comme ça. Et qui est en grande partie, alors il y a un très bon toucher, et en grande partie dû à ses choix, à ses moves, à ses choix de footwork, aux deux mains. Il utilise les deux mains, il utilise les fades évidemment, il passe par en dessous, par au-dessus. Il provoque bien les fautes, il met l'épaule exactement au bon endroit, il garde parfaitement son pied de pivot. Vraiment le côté, je m'entraîne dans une cabine téléphonique à l'ancienne. J'adore. Et pour moi, c'est ça le footwork. Ah, mais bien sûr. Donc j'ai mis Luis Scola dans mon top 5. Bim. Sur la carrière globale, oui, je l'ajoute. J'avoue que, vu que le scope NBA était un petit peu court, je me suis dit, ah merde, est-ce qu'on s'occupe de tout ? Mais oui, tu rajoutes l'Argentine, tu rajoutes Vitoria, tu rajoutes tout. Le mec, c'est le fiston McHale, parce qu'on va parler après peut-être de Kevin, ou je sais pas s'il est dans le top 10. L'équipe de France encore à 40 piges. Ah, bien sûr. Non, mais après, si on parle international, oui, là, il y a des garçons qui vont discuter, on va être là, genre, bon, tu vois, à ce moment-là, Bodiroga, en effet, avait aussi quelques dingueries, évidemment. Bodiroga, ouais, il se cite. Il y a un peu de footwork. Ah, il y avait un bout. Mais ouais, Louis, en tout cas, je suis content que tu le mettes parce que c'est un garçon dont il fallait qu'on parle. C'est peut-être le plus lent de tous, qui a réussi à mettre des races à tous. C'est peut-être le moins athlétique de tous, ouais. T'as raison. Pas si grand, hein, mais non, pas non plus 2,20 m, quoi. C'est un d'ailleurs de mes plus grands regrets dans l'histoire de l'NBA. Pour ceux qui connaissent pas ce détail, les Spurs avaient les droits de Luis Scola, qu'on a lâché à Houston. Il était bien là-bas. Il y a eu pendant des années... Scola Duncan. Alors, c'est un regret, mais c'est un peu austère. Énorme. Par contre, dis donc. C'est un regret, non, parce qu'en plus, on parle de cette doublette pas en 2020. Je vous rappelle que les droits, ils étaient dans les années 2000. Qu'on a lâché contre Spanoulis ou je sais plus quoi. Ah non, mais Scola Duncan dans les raquettes des années 2000, ça arrêtait pas dégueu. Bah, ça tombe bien, j'ai Duncan en 5. Duncan, bien. Dont tu as bien parlé, évidemment. Je vais rajouter juste un petit truc par rapport à tout ce que tu as dit. On a souvent tendance à se souvenir du coup de Duncan de fin de carrière où on dit ouais, il est un peu lent, il a la canne un petit peu en truc. N'oublions pas, jeune Duncan. C'est-à-dire l'athlète et la vitesse de ses spin moves. Parce que souvent on oublie, mais demandez à Chris Webber et demandez à Dirk et à KG, à tous ces garçons qui ont pris des trucs absolument incroyables, ligne de fond au niveau des moves, des feintes, et en plus il rajoutait des combos Duncan, c'est-à-dire qu'il disait ok, on va prendre ce qu'on fait les Hakim, les McHale, etc., donc je vais à la ligne de fond, puis je vais feinter, puis je vais garder mon pied d'appui, puis je vais revenir, big fundamental. On a aussi cette peur en fait, c'est-à-dire qu'on dit souvent le bank shot c'est avant tout du toucher et c'est sa manière de voir la chose, mais ce qui faisait que le bank shot était ouvert, c'est aussi parce que premier quart-temps, balle au poste, côté gauche Duncan, feinte, jab step, et il faisait, et moi c'était un régal de voir ça, parce que tant que le défenseur ne prenait pas au jab step, il allait le faire ce putain de jab step, et t'étais là genre, le mec a reculé de 2 cm, c'est bon, shoot, tire avec la planche, on y va, et donc ça va être côté droit, côté gauche, cette espèce de, donc côté gauche surtout, pardon, le shoot avec la planche, et côté droit, comme vous en avez bien parlé notamment dans la TBNL, foncez aller la voir, je t'enfonce, et après je recule sur une jambe, le shoot face aux Lakers sur une main là, avant qu'il y ait Derek Fisher qui nous assassine. Mais celui-là, il est... Oh mon dieu, c'est de la chance. Arrête. Mais l'équilibre avec sur les planche, jambes là, et rentre avec la planche moitié de face là. Ouais, je sais même plus s'il est avec la planche, mais en tout cas c'est une ogive qui est envoyée comme ça, et Duncan est tellement il donne une sensation de déséquilibre et en même temps de finesse. DeAndre Jordan en fin de carrière de Duncan, qu'est-ce qu'il prend par team, 37 ans, c'est un top 5 footwork, c'est
Post-up Powerhouse. Vous pouvez taper sur YouTube Tim Duncan Powerhouse Post-up et vous allez voir le jeu de jambes est exemplaire. Top 4. Qui on est en Numéro 4. Attention. Kevin McHale. Michael Jordan. C'est pas mal comme rendez-vous. Il y a du footwork. Go, McHale. Kevin McHale, si vous connaissez pas, intérieur des Celtics des années 80, l'intérieur de Larry Bird. Il a joué et d'abord sur le banc, puis après il a été titulaire entre Larry Bird et Robert Parrish. Grand, 2m10, pas costaud, mais alors il avait les coudes bien aiguisés, donc un joueur pas facile à jouer, un joueur qu'on pourrait qualifier de dur au mal, comme De on dit. Vislar. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ça dure en bis. Pas de salope, hein, ça met des bons gros coups de coude et tout, et surtout. Franchement, c'est beau à regarder, c'est assez incroyable à voir exécuter. Il se sort, grâce à son footwork, il se sort de situations où normalement t'es coincé en fait. Normalement t'es coincé. C'est le papa de l'Up and Under. Hein, le Up and Under, c'est le papa, c'est Kevin McHale. Et le Up and Under, c'est pas juste je mets la balle en haut et je passe par en dessous, c'est donc faut les pieds qui fassent le taf avec. Soit en pied de pivot, soit tu poses un petit dribble, c'était très rare. C'était souvent autour du pied de pivot que ça se faisait le Up and Under, suivi de soit un scoop shot, soit les petits hooks, soit les petites choses bien tout en touché et tout comme il savait faire. Kevin McHale, c'est impossible pour moi de pas le foutre dans un top 5 de footwork all time. Après, bon là moi je le mets en 4. Il cause avec des gens, notamment l'ami Michel que Bastien a mis sur sa tablette, hein, Bastien, hater de Michael Jordan, comme vous le savez. C'est très connu. Il le met ça. même pas sur son podium. C'est même pas sur mon podium. Juste, je vais compléter sur Michael parce que je l'ai mis en 3. Tu l'as mis en 3, ok. Donc, comme ça, c'est fait. Allez demander à Cedric Maxwell et à Larry Bird, notamment, Kevin McHale donnait des surnoms à ses nouveaux postes. Le Sleepy Hollow, toutes les feintes qu'il y a pu avoir, où c'était vraiment épaule droite, épaule gauche. Il tirait en arrière, genre dos au panier, mais parce qu'il avait déjà fait passer sa jambe devant l'intérieur. Quand McHale avait la balle au poste au Boston Garden, le banc, donc tout MLK, Bird et tous les salauds là qui se levaient et qui disaient genre mais lui la totale, qu'est-ce que tu vas faire? Et il y avait des surnoms. Tu peux rien faire. Kevin McHale avait des surnoms à chacun de ses nouveaux postes. Il a humilié des gens. Hein. Il a mis des gens, mais dans une situation où en fait quelque part, là quand on dit si tu vas aller voir Scola et que tu dis McHale, il va faire c'est papa. Ouais. Si tu vas aller voir Duncan, il va faire Bah ouais McHale c'est papa en fait. J'ai regardé. Ouais, c'est papa. Ouais. C'est peut-être un des pères fondateurs de, et ça veut pas dire que lui a tout inventé, hein. McHale a aussi beaucoup emprunté des choses qu'il y avait à la fois du parquet NBA et d'ailleurs. On n'a pas mentionné notamment tout ce qui était Earl Monroe et compagnie en termes de création aussi, juste de nouveaux jeux de jambes. Spin move en pleine course. Tout à fait. Earl Monroe, rien que pour ça, il se C'est cite. pour ça que je voulais le mettre. Ouais. Euh, Parce que Tony, je sais pas s'il a regardé des vidéos de Earl Monroe, mais en tout cas, les Tony, les Chris Paul, les Kyrie ressemblances. et tout, C'est là, étonnant. t'es d'accord, il y C'est étonnant. a quelque chose, comme Il y a on dit. il y a un Rod patrimoine. Strickland, tout ça. Il y a un bagage, ouais. tout à fait. Mais donc, il est top 5 obligatoire McHale si vous l'avez pas. Et s'il y a des curieux et curieuses qui ne connaissent pas McHale, tapez McHale Post Moves et vous en avez jusqu'à 18h. Ah ouais, il y a de quoi faire. Du coup, il faut que je mette mon 3. Toi, t'as mis donc McHale en 3. Tu peux le mettre, hein, du coup. Et moi, je mets mon 3 là. Je vérifie ce que j'ai mis en 3. C'est ça. Parce qu'on parlera après de MJ. Ok. Kobe Bryant en 3. Podium pour mon Kobe. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Attends, j'essaie de me réfléchir. Oh, écoute. Donc McHale, c'est bon, c'est fait. Je te propose que... Voilà, quoi. On n'a pas trop... Alors, du coup, parce que là, on a un peu fait l'impasse sur ton 4, quand même. Sur Michael Jordan. Ouais, mais ça sert à rien d'en parler. Sur Cote. Non, mais écoute, peut-être comment tu veux. Comment on fait dans le désordre? On peut... Après, sinon on va se spoiler. Ouais, on va Donc, se tant spoiler. pis. On a bien parlé de McHale, tu l'as mis en 3. Ouais.
On a un peu raté Michael Jordan, on va voir, on va peut-être avoir l'occasion d'en reparler, vu que peut-être je vais le mettre quand même. Les gens ils sont là, oh Alex, il a pas mis Michael Jordan. Parlons de Kobe, c'est parti. Kobe, donc on parle pas de Michael Jordan, mais on parle de Kobe, donc en fait on parle un peu de Michael Jordan quand même. On va pas se mentir. Là, pour le coup, autant Kobe il a des fils spirituels, autant Kobe il a un père spirituel, pas que pour les histoires de footwork, mais quand même. Il y a beaucoup de choses qu'il a clairement et de manière évidente repris sur Jordan. Notamment le fadeaway de dos chimie un peu à 45 de la ligne de lancer, là, tu vois, plus ou moins, là. Ça, clairement, c'est le Jojo à partir du deuxième three-peat qui le développe de ouf. Il le faisait déjà un peu avant, mais il n'en avait pas vraiment beaucoup besoin. Hein. Mais après, il a commencé en vieillissant à en avoir un peu plus besoin. Et voilà, je parlerai de Jordan peut-être plus tard. Peut-être. Kobe Bryant, footwork archi complet. Et surtout, pourquoi je mets Kobe Bryant dans mon podium devant des McHale, devant des Duncan, devant des Scola, devant des monstres de footwork? C'est même pas pour tous les fils spirituels là qu'on a cités, les Kawhi, les Kobe, les n'importe quoi, les Booker, les Tatum et tout ça. C'est parce que le footwork, il y a ton talent et il y a ta capacité à naturellement être un peu plus fluide que d'autres. Kobe était pas mal garni dans ce niveau-là, mais c'était pas forcément le plus garni à ce niveau. Kobe, il a travaillé son footwork au fur et à mesure des années pour petit à petit devenir et obtenir l'un des meilleurs footwork de tous les temps. Et dans toutes les zones du terrain, au poste, dos au panier, face au panier, dans le périmètre, on a vu Kobe prendre des tirs absolument chelous à prendre juste parce qu'il arrivait à enchaîner les jab steps et les feintes et qu'il arrivait à finir par dégainer des tirs qu'il n'aurait pas forcément dû prendre, mais qu'il a réussi au moins à se créer. En termes de création et d'isolation, bien évidemment, Kobe avait aussi un handle assez incroyable, arrivait à crosser des gens, il avait de la vitesse et des qualités athlétiques et tout, et il y avait aussi des stop and go absolument incroyables, c'est du footwork les stop and go. Il y avait des je stoppe en pleine course, je réunis mes appuis et en fait je suis parti, je suis droit comme un i, je suis en train de fade away. Il y a tout ce qui est jeu au poste qu'il a développé au fur et à mesure de sa carrière qui est complètement incroyable. Ligne de fond, le jeu au poste ligne de fond de Kobe Bryant, c'est un grand délire. Donc voilà, donc du coup je l'ai mis sur mon podium. Je du coup vais un peu me spoiler, mais au moins allons jusqu'au bout du délire. Je pense que c'est peut-être très subjectif de par la beauté que ça représente, mais je pense que Kobe a fait mieux que Jordan en termes de footwork. C'est mon avis. Bah pas moi, tu vois. Tout à fait, mais c'est intéressant. Je pense que Kobe est la référence. Or, on verra. Oui. mais en tout cas, j'ai quand même l'impression qu'il y a un truc qui se dessine. Mais je trouve que Kobe a pris. C'est très difficile de prendre et de faire encore mieux. Et je trouve que peut-être que c'est esthétique et qu'il y avait un côté un peu plus félin et fluide plutôt que le côté très saccadé et très puissant de Jordan. Jordan avait un footwork qui était beau, fluide, no disrespect, mais il y avait quelque chose de très puissant avec Michael que je trouve Kobe a rendu très très beau, très poétique. Il avait une grâce au poste. Je vais même pas revenir sur tout ce que tu as dit parce que c'est très vrai, la manière dont il a pu se défaire de 1, 2, 3 défenseurs, rééquilibrer son torse lorsque en fait il est pris en double ou triple team. Kobe a tout fait, corner, shoot à 3 points avec 2 défenseurs, mais parce qu'il a réussi à les dépasser, parce qu'il sait sur quel appui il peut encore compter. Même dans les situations où tu te dis que ça y est, c'est terminé, l'action elle est bouclée, Kobe trouve une solution. Et j'avoue, je préfère, c'est une préférence personnelle, je préfère le footwork de Kobe à celui de Jordan, ce qui fait que j'ai mis Jordan en 4, Michael en 3, Kobe en 2. Donc je vais mettre mon 2. Et donc tu as mis Devin Booker en 2, comme attendu. Et tu as mis Michael Jordan. Donc c'est tout ce débat, mais qui est hyper intéressant, et moi j'invite les gens évidemment à donner leur avis. C'est Kobe et Jordan en termes de footwork, il y a vraiment des similitudes qui sont évidentes. Certains ont vu notamment les vidéos qui ont eu lieu récemment sur Embiid,
qui a dit qu'il avait emprunté le footwork de Jordan et de Kobe pour essayer de devenir absolument injouable au poste. Bien joué Joël, je pense que tu as pris des bons exemples puisqu'ils sont tout en haut de notre top 10 all-time. Non, mais ils sont tout en haut. Et en fait, après, je trouve que c'est une question de préférence. Est-ce que c'est parce que j'ai grandi vraiment avec le footwork devant mes yeux de Kobe plutôt que celui de Jordan? Très certainement. Mais je suis Moi, j'arrive complètement pas à me halluciné. défaire de l'image de comme j'ai vu l'un après l'autre. Ouais. Plus ou moins, ils se sont croisés, hein. Les carrières se croisent, mais il y a un côté l'un après l'autre. Il y a un côté Kobe, successeur de Michael Jordan, quand même très clair, quoi, tu vois. Taille, poids, poste, scoreur, star et tout. Enfin, tu vois, voilà. Et quand Kobe arrive en NBA, Michael Jordan est encore bien au sommet, mais au fur et à mesure que Michael va baisser et prendre sa retraite, il y a Kobe qui prend un peu le relais de ce côté emblématique du poste 2. J'arrive pas à me défaire de... Il passe contre la planche et tout. Oh là 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 là. Sur Ouais, le dernier mais pied d'appui et tout. Tu vois, il y a ça... Mec défait des mais règles. Michael, on a tendance à trop oublier. Ça, je suis d'accord. On a tendance à trop... Parce que forcément, on a en tête le mec qui reste 4 heures en l'air, les finitions de lay-up de ouf. Non, mais c'est l'école, genre. Le shoot contre les... Mais l'autre, c'est l'école. mais c'est un prof. C'est un teacher. C'est... Écoute. Le footwork de Michael Jordan, c'est peut-être dans le deuxième three-peat des Bulls, c'est, à mon sens, moi, c'est son arme numéro 1. C'est une des armes fatales de l'histoire du basketball. C'est-à-dire que l'autre, il revient, il a joué au baseball, machin, pour faire toute l'histoire et tout. Ça va, c'est encore un beau bestiau athlétiquement. Mais enfin, il commence à avoir 30 combien, 33, 34, 35, quoi, dans le deuxième three-peat. Il domine un peu moins dans les airs et athlétiquement, même si c'est encore extrêmement sérieux, hein, bien évidemment. Et il arrive à continuer à scorer et à être injouable parce qu'il s'est mis à travailler et à réfléchir sur son footwork. Footwork qu'il avait déjà dans ses jeunes années. Un des dunks les plus incroyables de Michael Jordan, c'est quand il met la race ligne de fond à quasiment tout New York, qui prend un appel de 2 pieds en bord de raquette et qu'il y a Pat Ewing qui monte au compte, mais bon, le pauvre Pat Ewing, c'est pas sur ce dunk-là qu'il fallait monter, hein, qui se fait complètement écrabouiller. Non, mais Starks et Oakley se prennent la sauce. C'est du footwork, ligne de fond, là, quand il se retourne, là. Le footwork de Michael Jordan, offensif et défensif, il est là aussi, le truc. Moi, c'est pour ça que je mets Jordan devant Kobe. Parce que l'autre, le footwork défensif de Michael Jordan, les déplacements latéraux, comment il mordait pas dans les feintes, comment t'arrivais pas, en fait, en tant qu'extérieur adverse, tu n'arrivais pas à passer, en fait. Et donc, du coup, j'arrive pas, en fait, mais tu vois, je les mets côte à côte, hein, je mets Kobe en 3, Jordan en 2. Là, sur ce sujet-là, je peux pas mettre Kobe devant Jordan. Je peux le mettre dans d'autres sujets, peut-être, tu vois, si on... on en a déjà discuté. Ils y sont pas tous les deux, mais si demain tu devais élargir, au lieu de faire un top 10 des shooters, t'allais jusqu'à top je sais pas combien, et donc tu te retrouvais à classer Kobe et Jordan, je pourrais comprendre de classer, par exemple, même si les pourcentages de réussite de Kobe sont moins bons. Oui, les pourcentages sont moins bons, mais Kobe a développé des choses que Jordan n'a jamais eu vraiment besoin de développer, puis shooter moins à 3 points. En fait, il y a cette mais non, en footwork, Jordan... on a tendance à un peu trop le mettre 1. Et des gens peuvent le mettre 1, il n'y aura pas de problème. Moi, je serais incapable de le mettre en 1 parce qu'il y en a un qui arrive et en fait, on va y venir. J'ai menti, en fait. Voilà, exactement. J'aurais pas pu le mettre 1. Tout à fait. Personne peut mettre autre chose que ce qu'on va dire en 1. Mais c'est vrai que c'est marrant. Je pense que c'est notamment cette phrase qui m'avait pas mal marqué de Shaq, qui avait fait une comparaison. Pourtant, il n'y a pas des choses très intelligentes parfois qui sont dites par Shaq, mais celle là-dessus, je le comprenais. C'est pour certains joueurs, ils ont pris une légende du jeu. Ils ont dupliqué la plupart des trucs et ils l'ont fait passer en mode volume 2. Et en fait, j'ai le sentiment que Kobe a repris énormément de choses de Jordan et qu'il y a ajouté des éléments qui sont nouveaux. Et donc du coup, moi ça me va très bien qu'on mette ou Jordan ou Kobe devant, ils sont podium. Après, vous pouvez mettre top 4, là moi j'ai mis 4 Jordan parce que je voulais vraiment mettre en avant Michael, mais indéniablement top 5, ça c'est sûr. Et je crois que c'est vraiment une question de préférence parce que ça nous ramène à ce débat Jordan-Kobe de... Qu'est-ce qui a été récupéré, qu'est-ce qui a été mieux fait? Tu parlais du shoot, il y avait toutes les mimiques qui ont été récupérées, au lancer, défensivement, dans l'attitude. Je crois que c'est peut-être parce que je suis un peu plus génération Kobe et que j'ai été marqué par beaucoup de matchs où en fait je me disais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il vient encore de faire? Wilson Chandler. Non, mais bien sûr. Non. Oh, les spin moves. En fait, sur le up and under, je pense que Jordan est... On va parler après d'Hakim, mais je pense que Jordan est numéro 1 sur le up and under. Quand Jordan était côté droit et qu'il feintait
2 tirs et qui passait en dessous, je pense que c'est un des moves les plus inarrêtables de toute la panoplie inarrêtable de Jordan. Et Kobe se spin après une fin de 2 tirs. C'est vraiment genre, c'est comme si on avait donné le mode d'emploi à Kobe, qu'on lui avait dit ok, tu peux, dans telle et telle situation, tu peux garder ton pied d'appui. Et là-dessus, tu peux peut-être modifier les choses. Ou tiens, on va avoir un débat sur les règles de basket, parce qu'en fait, je crois que j'ai l'impression là que tu es en train de découvrir et de péter les nouvelles portes. On n'a pas du tout mentionné LeBron. Non. C'est pas du tout son truc. Tu peux le mentionner, il a un footwork incroyable, LeBron James. Mais c'est vrai que c'est marrant, ça fait pas partie des trucs auxquels on pense, on se dit genre tiens. Et pourtant, hein. Lui aussi, on a développé des moves au poste et des fade-away. Non, mais c'est intéressant, tu vois, de voir. Parce que là, on mentionne des gars quand même, tu vois, au scoring, alors que l'autre en scoreur. Et puis, il a mentionné Karim. Lui aussi, il a un footwork défensif pour aller au contre et tout, qui est assez incroyable aussi, ça compte ça. Ouais. On n'a pas mentionné Karim. On n'a pas mentionné Karim Abdul-Jabbar, alors que pourtant, il y a moyen de mentionner aussi fort. Le skyhook, c'est pas qu'un bras, hein, c'est aussi tout un footwork. Mais quand on est d'accord avec un numéro 1, Alex il écrit et moi je fronce les sourcils. Alors, Kendrick Perkins. Vous connaissez cette phrase. Lorsqu'on fait un top 10 all-time et qu'on se dit c'est un numéro 1 et ensuite après, désolé, celui-là c'est celui-là. C'est clair. Ouais, et franchement, voilà. Hakeem Olajuwon. Bah. J'ai envie d'arrêter cette émission. C'est à lui. J'ai envie d'arrêter cette émission. C'est à lui. De toute façon, c'est pas compliqué, Kobe. C'est qui qu'il allait voir l'été pour progresser? Il allait voir tonton Hakim. Tu peux me montrer pour le spin move ligne de fond, parce que ça m'intéresse quand même. Le spin move ligne de fond d'Hakeem Olajuwon. Juste le spin move ligne de fond d'Hakeem Olajuwon, il est numéro 1 du top 10. Voilà. C'est torché. Ou le Dream Shake. Ou le Dream Shake, c'est hors concours. Allez, c'est hors concours. Au revoir. Il y a des mecs, c'est pas facile le Dream Shake. Il y a beaucoup d'intérieurs de talent. J'avais vu une fois Kevin Garnett qui parlait de ça. Il disait bah moi le Dream Shake, j'ai un peu laissé tomber parce que franchement j'y arrivais pas trop à bien le faire. Yao avait réussi. Donc j'ai un peu laissé tomber. Kevin Garnett. Ah bien sûr. Kevin Garnett, tiens c'est pareil, tu vois là. On aurait pu le citer. Bien sûr, Après, tous les grands joueurs un peu scoreurs, tu peux les citer. Hein, donc voilà. Mais non, oui, non. Enfin, Hakeem Olajuwon est numéro 1 sûr et certain parce que c'est le premier nom qui vient à l'esprit. Allez vous renseigner évidemment et prenez 2 heures là de votre temps. Vous allez voir qu'il y a un avant et un après dans votre vie en termes de beauté, de technique et de fluidité. On venait de parler là, tout à l'heure, je parlais de Joel Embiid. Le père de tous ces garçons au footwork, c'est Hakeem Olajuwon. C'est à la fois puissance, dextérité, vitesse. Pied droit, pied gauche, ça me permet aussi d'évoquer fluidité extraordinaire. Ça me permet de parler notamment d'un aspect qui a été mentionné avec Kobe et que Hakeem avait pu mentionner 2-3 fois, c'est d'avoir eu aussi un passif de joueur de foot. C'est des garçons aussi qui ont mentionné gardien et aussi joueur de foot. Kobe aussi avait parlé de ça. Ce sont des garçons aussi qui sont passés par ces sports et où ils ont pu développer pas que leur haut du corps avec le bras et la gestion du tir et du dribble. C'est vraiment des garçons qui avaient des bases hyper larges. Hakeem, c'est... Hakeem, le truc... Il n'y a pas de mots. C'est qu'il a inspiré des générations entières de basketteurs au niveau du footwork et pas que les intérieurs. Il a inspiré tout type de joueurs. C'est-à-dire que j'ai dit Kobe, mais on a vu Dwight Howard aller s'entraîner avec Hakeem pendant l'été, on a vu LeBron aller s'entraîner avec Hakeem pendant l'été, on a vu... Enfin, n'importe quel type de joueur est susceptible d'aller quand même voir Hakeem Olajuwon et dire, dis donc, redis-moi là, tu le poses comment ton dribble? Ah ouais, c'est ça, ouais, le spin move. Le Dream Shake, non, laisse tomber, le Dream Shake, ça fait mal à la tête, on n'arrive pas à l'exécuter. On parle d'un mec qui a réussi à justifier pendant toute sa carrière le fait d'avoir été drafté devant Michael Jordan et de quand même faire une grande carrière. Et le mec a été drafté devant Michael Jordan et personne ne s'en offusque trop, tu vois. Et l'une des raisons pour ça, c'est pas que son footwork, hein. Il y a sa défense, son machin, tout l'athlète incroyable, l'athlète, tout machin, ça. Mais il y a son footwork parce qu'en fait, le gars laisse une empreinte absolument indélébile dans l'histoire NBA et son footwork, c'est là où, pour ça que je suis encore un peu réticent sur Embiid, on verra comment ça vieillira, mais c'est que le Hakeem un peu vieux qui commençait à pouvoir un peu moins dominer athlétiquement, il mettait encore la race aux nouveaux petits jeunes qui arrivaient, genre demander à Shaq. C'est ce que j'allais dire. Tu vas demander à Pat Ewing. Pat Ewing, il a le même âge en fait. Non, bien sûr, mais Shaq qui était jeune ou quoi. Pat Ewing dans une finale, puis Shaq dans une autre finale, puis tous les garçons qui ont pris Alonzo, Dikembe, dans une ère où tu es David Robinson en finale de conf. Dans une ère. Des cauchemars encore. Dans une ère où les pivots étaient légion et où il fallait savoir qui était le patron, Hakeem a mis tout le monde d'accord. C'est en effet à la fois du leadership, du scoring, de la passe, de tout ce qu'on veut, etc. Mais
au poste, Son héritage principal, c'est son footwork. bien sûr, dans un aspect du jeu qui est pas très sexy. À la base, le jeu au poste, ouais, genre bon, et ben il a réussi à faire ça. Il l'a rendu sexy. C'est devenu de la poésie. Et pour les guards, vous avez des joueurs dont on va parler qui sont de l'ordre du Iverson, Kyrie, qui sont eux des crossovers. Du handle, Du handle. manipulation de ballon. Quoi. Chez les intérieurs, tout le monde se met à genoux et à plat ventre devant Hakim parce que le roi du cross pour les pivots, le roi du footwork, c'était Hakim Olajuwon. La phrase, je pense, qui résumait pas mal de la part de Grant Hill dans Open Court il y a quelques années, c'est qu'il disait le problème avec Hakim, c'est que c'est un des plus extraordinaires guards qu'il y a eu dans l'histoire de la NBA, mais dans un corps de pivot. C'est-à-dire qu'on lui a dit, putain mec, tu fais 2m10, t'es une ballerine, tu vas avoir une rapidité, mobilité comme rarement on en a vu. Et donc du coup, il a des instincts, allez le regarder, hein, jouer. Il a des instincts vraiment de joueur extérieur, mais du coup, quand en défense sur toi, t'as pas un joueur rapide, mais que t'as Sean Bradley, bah en fait, le mec, il finit en numéro 1 du top 10, quoi. Tu vas finir au sol. Les plus grands ont pris tous tarifs de la part de Hakim Olajuwon. Personne n'a été exempt. Tu disais Shaq, Ewing, David Robinson, ce sont des moves où en fait tu peux les mettre dans des mixtapes, quoi. On va dire Jordan Fadeaway, on va dire Dirk One Leg, on va dire Iverson Crossover, on va dire tout ce que tu veux, shoot à 3 points de Steph. Il a donné son nom à un move, enfin son surnom. Dream Shake de Hakim, ça fait partie des plus grands moves du basketball. Et dur à exécuter. C'est un footwork de malade. Un numéro 1. Clair. C'est à lui. C'était lui et après on a réfléchi, je pense. C'est à lui. Ouais. C'est à lui. Il n'y a pas de... Ça fait partie de ce top 10 où il n'y a pas de discussion. No debate. Pas de Hakim débat. Olajuwon. Le fameux hashtag. Il Il n'y a pas de débat. Vous pouvez l'utiliser là. C'est l'occasion. Profitez-en. Grave. Profitez-en. Ouais. Et les fans des Rockets surtout, profitez-en parce qu'en ce moment vous pouvez pas trop profiter. Attends, il y a Alperen Sengun là qui arrive. Voilà, footwork, hein, putain. Full work. On va montrer le gros tableau. Allez. Léonce, le gros tableau avec donc le top 10 all-time. Hakim Olajuwon reste il patronne et c'est pas sur le point de bouger. Je vois pas trop. Ah bah non. À moins que quelqu'un sorte de sa retraite, mais c'est pas prévu. Parce que même Embiid, il va pas les dépasser. Enfin, on verra. Hein, Tu passes pas, papa. C'est compliqué, hein. C'est pas prévu. Dites-nous dans tous les cas qui sont dans vos 10. Et surtout, Alex, pour finir, des garçons comme ça. Je parlais de Luka Doncic, il y a des garçons comme ça qu'on va suivre un petit peu pour la suite qui peuvent grimper au classement. Tu parlais de Jokic notamment. Moi, Jokic. Moi, c'est Luka. Hein. Il y a Luka et moi, il y a les Tatum, Booker en fonction de comment leur carrière évolue. C'est-à-dire, si l'un de ces mecs-là, qui sont des scoreurs à gros volume, demain, t'as Jason Tatum, dans 15 ans, il est en train de finir sa carrière et puis lui aussi, il a 26 ou 27 000 pions. Et puis peut-être, il a réussi à faire des résultats collectifs avec les Celtics et tout. Là, on va se relever la tête, on va faire. Putain, ça avec son footwork, c'est un truc de malade aussi à Jason Tatum, c'est impossible d'empêcher de scorer. Regardez jouer Jason Tatum, regardez jouer Devin Booker et vous verrez qu'ils ont tous les deux. Ouais. C'est les enfants de Kobe là. Là, on est vraiment sur les fils de Kobe. Complètement, les apôtres. On se retrouve, nous, lundi prochain. Est-ce qu'il y aura le Jefferson et T-Mac? Je ne sais pas. Dans tous les cas, sûr et certain, on vous attend dans les commentaires. On vous souhaite une excellente semaine et à lundi prochain pour un nouvel épisode du Top 10 All Time. Ciao.